À quoi ressemblait l'univers psychiatrique dans les années 60 à La Réunion? Eh bien, pour la première fois, nous allons vous montrer la vie d'un hôpital à travers la caméra d'un médecin, et pas n'importe lequel. Il s'appelait Maurice G. À l'origine, ce neuropsychiatre était venu dans le département pour un remplacement de 4 mois. Il y restera finalement toute sa vie. Ces images qu'il avait précieusement conservées montrent l'état de dénuement dans lequel se trouvaient les patients, mais aussi les bâtiments de ce que les Réunionnais ont toujours appelé l'asile Saint-Paul. Bienvenue dans Archipel, voici l'asile longtemps, chronique d'un psychiatre à La Réunion dans les années 60, un documentaire de Daniel G. Bon allez, on va... Donc celui-là, on va faire dans l'ordre. Alors, ça c'est quoi? Pierre. Bon, ça c'est un projecteur, quoi. 16 mm, on dirait. Oui. Bon. C'est comme ça. Ah, voilà. Voilà les trésors. Oh là là. Ah, mais voilà la Beaulieu. C'était la première caméra des Rémy aussi. Alors, avant de partir pour venir à La Réunion en 1960, là, pour faire son remplacement de 4 mois, il s'est dit, tiens, ben, je vais filmer l'hôpital psychiatrique sous les tropiques à Saint-Paul. Et donc, il s'était acheté une paillard. Paillard, c'est ça. C'est avec ça qu'il a commencé à filmer l'hôpital. Ouais. Le souvenir de mon père en train de filmer, non. Après, moi j'ai des souvenirs de soirées où il était avec la colleuse, le projecteur à côté, où il faisait ses montages. Ouais. Donc ça, j'ai un souvenir de ça. Et après tant d'années, je ne sais pas si ça va marcher. Tac, et ça passe par-dessus. Je sais pas du tout si j'ai bien mis les affaires. Hein. Je l'enroule comme ça. Hein. Je vais pas me prendre du jus. À mon avis, tu risques pas. Hein. C'est vrai? Ben non, puisqu'il faut que l'ampoule marche. T'es prêt? Ah. Oh là 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 là. Ça marche? On dirait. Hein. Ah non, mais c'est la mécanique là. On dit, ah, ben, il y a une lampe. Ouais, non. C'est miraculeux. Oh là là, bravo. Lumière. Mise au point. Ah, je suis pas loin. Hein. Ah, ça y est, regarde. Ah, ça y est, on voit. Oui. Oh, qu'est-ce qu'on voit? On voit les marchands de Zat à Saint-Leu. Incroyable. Regarde les cartons en verre. Hein. Ah oui, c'est ça qu'on a vu, c'est un bus en fait. Voilà. Après, il y a des images qui sont un peu sombres. Hein. Ah, et regarde ça. Tu vois ce que c'est? Ah, c'est le train. C'est le barrage-phone, hein? C'est le train qui est passé là tout à l'heure? Oui, c'est la Ah, d'accord, ouais, ok. Mon père est arrivé en 1960 à La Réunion. Il remplaçait initialement le médecin directeur de l'hôpital psychiatrique qui était parti en vacances pendant 4 mois. Et puis, il y a des ordres ministériels qui lui ont demandé de rester. Donc, il n'a pas pu rejoindre lui-même son poste à Vannes et finalement à La Réunion, mais il est resté toute sa vie. Il est arrivé après 36 heures de vol dans le Super Constellation, avec, dans sa petite valise, sa caméra 16 mm et son matériel de plongée sous-marine.
Alors quand il arrive, il descend du Super Constellation après 36 heures de vol, donc il n'était pas très frais. Et là, il est accueilli par le médecin qui doit remplacer, avec sa femme, avec les 2 chevaux de l'hôpital. Donc, c'est dur, c'est épique hein, le trajet, parce qu'il faut faire la montagne, il n'y a pas de route en corniche. C'est la saison des pluies, et je crois qu'ils mettent 2 heures. Ils mettent plus de 2 heures pour arriver dans sa case, là-haut, Saint-Giléo. Il arrive chez le médecin qui doit remplacer pendant 4 mois, mais le médecin ne part pas tout de suite. Le médecin l'emmène à l'hôpital le lendemain. Alors c'est un médecin qui a encore des habitudes parisiennes, c'est-à-dire qu'on ne se lève pas tôt. Ils arrivent à l'hôpital à 9 h, mais Maurice ne comprend pas du tout le créole, c'est difficile pour lui au début. Et bon, le médecin lui montre comment marche l'hôpital, avec l'aide de sa femme qui est toute puissante apparemment dans l'hôpital, qui régente beaucoup de choses. Il raconte l'état désastreux dans lequel il avait trouvé l'hôpital. Des malades entassés, une hygiène désastreuse, des malades qui souffraient aussi de carences alimentaires graves. Et pendant les 12 premières années pendant lesquelles il a exercé en tant que médecin directeur de l'hôpital, eh bien, il s'est employé essentiellement en réalité à transformer cet asile qui enfermait les fous, protégeait la société en les mettant à l'écart, en un véritable hôpital qui soignait les gens. Des années plus tard, Maurice Gey est appelé le père de la psychiatrie moderne à La Réunion, grâce à son énergie et à sa curiosité aussi. Il a écrit un chapitre entier de la psychiatrie à La Réunion. On voyait l'humanisme qui ressortait du personnel. J'ai quand même été en stage à cette époque-là, c'était le PSMR de Saint-Paul, qui était encore sur le traitement de la santé mentale d'une manière assez, policière. C'est-à-dire la psychiatrie des années 50, 55, voire même 60. Les gens qui avaient des problèmes de santé mentale, c'était des fous. Considérés comme des fous, ce qui n'était pas le cas du docteur Gey. Il fallait les traiter d'une manière beaucoup plus humaniste que ça ne se faisait. Les malades vivaient l'enfermement en fait, ils étaient privés de liberté et on leur apportait une gamelle, il y avait une espèce de petite porte en bois, tellement petite pour donner le repas. Et pour le bain, c'était le bain avec tout le monde. On faisait sortir les patients, je dirais les patients, parce que pour moi, ce n'était pas des fous. On faisait sortir les patients et ils étaient douchés au jet d'eau. Et puis après, ils retournaient dans leur, cellules, dans leurs cellules, et ils étaient enfermés toute la journée, enfermés. Très peu de lumière, visibilité minime, et voilà. Je pense que c'est Maurice Gey, c'est Dr Gey, qui a fait évoluer ça, parce que l'établissement lui-même avait été totalement transformé en quasiment 1 année et demie, 2 ans à peu près, 2 années et demie. Donc le médecin s'en va en vacances, puisqu'il a droit à 4 mois de congé en métropole. Et en fait, c'est un peu la guerre dans l'hôpital. Il y a des clans, et le préfet de l'époque, c'était la chasse aux sorcières. Et alors tous les gens qui étaient communistes déjà, ou qui faisaient des histoires à La Réunion, on les renvoyait en métropole. Les préfets avaient tous les pouvoirs. C'est pour ça que celui-ci en particulier, on l'appelait le vice-roi des Indes. C'était un peu la colonisation, c'était pas encore vraiment le département.
Et là, coup de théâtre, ce médecin de l'hôpital, comme il faisait beaucoup d'histoires à l'hôpital, on s'est dit, celui-là ne reviendra pas et on ne lui donne pas ses réquisitions pour reprendre l'avion, pour reprendre son travail. Et du coup, Maurice a été obligé par le ministère, il a eu l'ordre de rester à son poste puisque c'était le seul médecin et en même temps directeur d'hôpital. Et donc, il est resté toute sa vie à La Réunion jusqu'à la fin, en 2008. Donc quand je suis arrivé, bien entendu, comme c'est l'usage, je suis allé me présenter à Maurice Jay, sachant qu'il y avait quand même une petite connexion par rapport à une passion commune pour la plongée sous-marine. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette connivence ne s'est pas établie d'emblée, puisque j'ai eu un accueil un peu glacial, un peu distant, et je me suis senti un peu perdu, disons, dans ce premier contact. Évidemment, la suite de l'histoire a montré un personnage complètement différent, avec qui j'ai entretenu des relations amicales, et plus que ça, puisque j'ai même fait des travaux avec lui. Alors j'ai un souvenir très net de la première fois où je l'ai rencontré. On m'en avait déjà parlé comme de quelqu'un de très rigoureux, peut-être un peu froid, peut-être un peu distant. Et en fait, tout s'est très bien passé. Je me suis trouvé face à un homme alerte, grand, mince, dont le visage me faisait penser un petit peu au commandant Cousteau, avec un verbe un petit peu sec. Voilà, des connaissances importantes, il pigeait tout de suite, il était tout de suite au diapason de ce qu'on disait. Et il fallait faire attention à ne pas trop dire de bêtises, parce qu'on sentait bien qu'il n'allait rien laisser passer. Je me souviens de mon premier jour où il m'a dit ici on travaille le samedi, mademoiselle, donc il fallait être là aussi. Il voulait sa secrétaire le samedi matin, même si des fois il n'y avait pas de quoi remplir tout un samedi matin entier, mais c'était comme ça. Parce qu'il était quand même très exigeant. Il avait aussi un grand respect des patients. Il était droit, il était juste, honnête. Et franchement, des qualités humaines dans la prise en charge des patients à l'époque. Même s'il impressionnait beaucoup parce qu'il avait une carrure imposante et qu'il nous fichait la trouille, je peux dire ça maintenant, bon, il était aussi d'une extrême gentillesse et je me souviendrai toujours des bouchons au mar de champagne qu'il nous ramenait quand il allait en vacances. Dans cet établissement, on avait donc des services de soins. On avait 2 grands services fermés qu'on appelait les grands quartiers, dont un pour hommes et un pour femmes, et 2 petits quartiers pour les malades chroniques stabilisés, et une infirmerie mixte, moitié homme, moitié femme, pour les gens qui avaient des problèmes autres que la psychiatrie. Donc les 2 grands quartiers étaient murés, fermés donc par une porte, et à clé, à double tour. Et pour y accéder, il fallait qu'on cogne sur la porte. Et c'était un malade qui est déjà plus ou moins stabilisé, un ou une malade stabilisée, qui ouvrait la porte. Et ces malades-là, le soir, on les comptait avant de fermer les verrous. Et si jamais il en manquait un, il faut aller les chercher. Et parfois, on arrivait à le trouver à l'extérieur, jonché sur un arbre. Bon, on arrive quand même à le faire rentrer, quoi, avec tout un effort. Et parfois, on demande même à l'interne qui était là, c'était une dame qui venait et qui parlementait un peu et qui acceptait, le malade acceptait de descendre, quoi. Ils arrivaient parfois, une petite envie, et d'aller boire un petit coup à la boutique. Et ils reviennent après tranquillement, ils laissent passer un moment, ils prennent un pastis, ils mangent, et pour ne pas faire se remarquer quand même qu'ils avaient bu un petit coup. Mais ils prennent un petit coup, mais enfin, je veux dire, ils ne sont pas saouls. Mais certains malades qui étaient très agités, on n'arrivait pas à rentrer dans la cellule. Par la petite porte de la cellule, en bas, on l'enfumait avec de l'étoupe pour pouvoir accéder et lui faire son injection, avec parfois l'aide des malades. Au réveil, les malades sortent de la cellule. Alors certains ont dormi sur des nattes, d'autres sur des lits
avec des barreaux en métal, avec parfois un matelas en étoupe dessus. Et tous ces nattes sont mis à l'extérieur et les cellules sont lavées à grande eau avec soit des seaux, avec des balais branles, soit avec un balai. Et tous ces excréments, parce que des seaux, il n'y en avait pas beaucoup, tous ces excréments étaient envoyés vers le fond de la cellule où il y avait un trou. Et donc toute cette eau avec la merde donc, allait à l'extérieur, tombait dans un rigole et qui allait vers la fontaine des prêtres, c'est un endroit où il y avait une source, et où il y avait une cressonnière. Et pour le cresson qui sortait de ce coin était vendu sur le marché de la ville. Mais ils étaient vendus sur le marché comme cresson qui venait de Saint-Gilles, parce que les gens savaient qu'il y avait quand même toute la déjection de l'hôpital qui venait vers là. Ce lavage de cellules était fait après la distribution du petit déjeuner. Le petit déjeuner consistait avec du café et du lait. Et lors de cette distribution de café et lait, les malades recevaient 5 cigarettes pour la journée. Il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de chaise. Et ceux qui n'avaient pas de place allaient se mettre adossés à un arbre ou à un mur, l'assiette à la main, il n'y avait pas de cuillère. Donc ils mangeaient, il n'y avait pas de fourchette ni couteau, ils mangeaient parfois avec les doigts. Il y avait quelques cuillères, mais pas beaucoup. Et tous ces vaisselles, ces assiettes étaient des assiettes en tôle, étaient donc par la suite lavées avec le concours des malades pour repartir à la cuisine pour le repas du soir. Raconter l'histoire du CHS Saint-Paul équivaudrait à feuilleter l'un après l'autre les 2 siècles d'existence de ce qui fut en 1764 l'hôpital du Roi, avant de devenir l'asile d'aliénés en 1872, l'hôpital psychiatrique en 1946 et enfin le centre hospitalier spécialisé en 1976. Quand je suis arrivé ici le 10 février 1960, c'était vraiment la psychiatrie était rudimentaire et je dois dire que la santé tout court était vraiment encore assez embryonnaire. Vous voyez, à Saint-Paul, c'était vraiment le règne de l'entassement de malades dans des cellules absolument sans hygiène, sans aucun confort. On voyait des carences alimentaires à l'intérieur de l'hôpital et on manquait de personnel et de médecins pour les soins les plus élémentaires. C'était une situation tout à fait catastrophique qui ne pouvait que tout de même un peu sonner comme un défi, si vous voulez, par rapport à ce qui existait tout de même en métropole. Il y avait du retard à ce moment-là, à l'époque, à La Réunion. Un des problèmes auxquels il a été confronté à son arrivée à l'hôpital, c'est qu'il se rendait compte que les malades dépérissaient et faisaient des carences alimentaires après leur arrivée à l'hôpital. Ils ont cherché pourquoi et 2 infirmiers l'ont informé que le soir, à l'heure du repas, il y avait des meutes de chiens affamés qui rentraient dans l'hôpital d'une manière assez agressive et qui disputaient la nourriture aux malades. Un soir, ils ont compté les chiens. Ils en ont compté plus de 70 qui rentraient dans l'hôpital. Il y avait des meutes de chiens, c'était pareil dans tous les hôpitaux, aux abords de tous les hôpitaux à La Réunion. Moi, j'ai eu un papa à l'œil pétillant, je me souviens de son œil pétillant, toujours. Souvent en mouvement, toujours en mouvement. Et il faisait du bricolage, il coupait les arbres dans le jardin, alors il nous sollicitait de temps en temps sur des activités. Et puis le week-end, il y avait la mer, il y avait aller chercher des poissons, plonger, plein d'activités comme ça. On allait en montagne, il nous a initiés à beaucoup de choses. Donc on avait un papa qui était assez proche de nous au final, même s'il était un peu silencieux, je dirais. C'était pas quelqu'un de très expressif sur ses états d'âme. Il a construit un observatoire, alors on a participé à la construction de l'observatoire. Il nous a montré les étoiles, mais sans jamais nous imposer quoi que ce soit. Donc on était là à participer à ces activités et à nous apprendre tout ce qui se passait dans le monde. Et ce qui le passionnait, c'était vraiment de comprendre d'un point de vue scientifique. Ça valait, à mon avis, pour le comportement humain, du cerveau, ça c'était son travail. Pour l'astronomie, il avait besoin aussi de comprendre le monde, l'espace,
la terre. Il adorait la géologie aussi, comprendre la formation de la terre, peut-être, du monde, la nature, donc à travers les coquillages, les poissons, les oiseaux aussi, qu'il observait beaucoup. C'était aussi une passion. Il avait vraiment soif de comprendre tout ce qui pouvait approcher, en fait. Comme il était très curieux, il voulait tout voir, tout découvrir de la Réunion. Tous les cirques, tout ce que la Réunion pouvait nous offrir. Aller jusqu'à Salazie, c'était une aventure, c'était le bout du monde. On n'y allait pas en 1 heure. Hein. Et quant à Mafate, oui, il fallait 2-3 jours pour y aller. C'était quelque chose, parce que les sentiers, c'est pas les sentiers de maintenant, avec des échelles, avec des sentiers très difficiles, vertigineux. Et il rencontrait souvent les Mafatais, marchaient pieds nus, avec les marmailles, plus les sacs. On pouvait qu'avoir d'admiration pour ces gens-là. La route du volcan, elle s'arrêtait à l'époque à Nez de Boeuf. Après le Nez de Boeuf, il fallait aller à pied. Donc il fallait vraiment 3 jours pour aller au volcan. Je crois qu'on est allé au moins 50 ou 60 fois au volcan, à toutes les éruptions. Bonjour, bienvenue, ça va? Ah, m'a fait plaisir à moi de voir Madame Gay. Du fond du cœur, avec quelqu'un comme lui, ben, on était sûr que tout était fait, que les malades étaient vraiment, qu'ils s'en occupaient vraiment. Moi j'étais une maman, les parents ne voulaient plus les voir, plus de visite, plus rien. Ben, il fallait tout faire. C'était comme si c'était nos enfants. S'en occuper comme si c'était nos enfants. Veiller à ce qu'ils font brosser les dents, ce qu'ils font la toilette, et tout. Ça a été dur pour moi. Le docteur G disait qu'il y en avait qui faisaient le mur quand on les sortait, qui faisaient le mur pour revenir à l'hôpital. Parce qu'ils trouvaient que c'était mieux à l'hôpital. C'était mieux à l'hôpital que chez eux. Et ils ne voulaient pas partir non plus. Mon Dieu, la misère. C'est la misère. On était très misère. Très misère. On a connu la misère avec ces guerres-là. La Deuxième Guerre mondiale. On a été vraiment misère. Je crois que c'est ça qui fait que vous voyez, comme je suis à 91 ans, je suis comme ça parce que j'ai souffert de manque de nourriture. On était rationné avec pas de riz, du manioc. Il n'y avait pas à manger. Et en plus, on a connu des maladies. Donc, malgré tout, on a résisté. On a résisté. Il y avait les épidémies, mais il y avait également la malnutrition, il y avait les carences alimentaires, surtout il y avait le paludisme depuis 1860. Le paludisme sévissait et la mortalité infantile était très forte. À cette époque-là, tout le monde était pratiquement illettré. S'ils n'apprenaient pas à l'école, eh bien, il y avait la pioche, puisqu'il fallait aider les parents à travailler dans les champs. Les gens, pour se soigner, se débrouillaient avec les moyens du bord et avaient tendance à se retourner vers les rebouteux, vers les tisaneurs et même vers les sorciers, les exorcistes, plutôt que d'aller voir le médecin. Quand cette eau bénite représente la mer, retourne, gage.
Je t'exorcise, esprit immonde. Que tes forces diaboliques s'effondrent. Les femmes, dans la fin des années 70, bien qu'il y ait l'IVG depuis 1975, avaient difficilement recours à la contraception parce que leur mari leur interdisait de prendre, et c'était très mal vu, de prendre une contraception. Ces femmes étaient harassées par le poids des maternités. Elles avaient entre 14 et 18. Alors bien sûr, il y avait une mortalité infantile importante. C'était quand même très très lourd d'élever tous ces enfants, toutes ces bouches à nourrir, dans une pauvreté très importante et de ne pas avoir à leur donner à manger, de ne pas avoir de place dans les cases pour les coucher de façon convenable, etc. J'avoue que ces femmes étaient remarquables de travailler dans les champs de canne, d'élever leurs enfants, d'être enceintes tout le temps. Enfin, moi, je dis bravo quand même. Le 27 février 1962, les services de la météo, le directeur, alerte le préfet qu'un cyclone arrive droit comme sur des rails sur la Réunion, à grande vitesse, et qu'à midi, il atteindrait la Réunion. Et en demandant au préfet de donner l'alerte. Mais le préfet n'a rien voulu entendre. On ne prévient personne, le cyclone ne passera pas, etc. Donc les pêcheurs sont sortis en mer, personne n'était informé. Et il y a eu 38 morts. 16 000 sans-abri. C'était le cyclone Génie qui est arrivé, c'est un météore, il a traversé l'île en une demi-heure. Les cases se sont envolées, se déplaçaient, c'était affreux. Les forêts ont été détruites en partie, toutes les cultures vivrières, tout a été ravagé. Et le toit du grand quartier des hommes à l'hôpital de Saint-Paul s'est envolé. Et surtout, il n'y avait plus rien à manger parce que tout était détruit. D'ailleurs, ça a valu, je crois, son poste au préfet. Lorsque mon père est arrivé dans cet hôpital, donc il n'y avait pas de fosse septique, il n'y avait pas de toilettes, de WC. Le seul système qui existait, c'était des tinettes. C'est des récipients dans lesquels on entassait les excréments, l'urine des malades et qu'on allait ensuite évacuer dans la baie de Saint-Paul. Donc voilà une bande de malades qui était encadrée à minima par des infirmiers, pas très rassurés probablement, qui emmenaient les malades, qui portaient les tinettes, donc à dos d'homme, et on allait traverser la route, traverser la voie ferrée à l'époque, et on allait verser ça dans la mer. Et puis à un moment donné, les habitations ont commencé à se construire, la baie a commencé à être habitée de plus en plus, et puis ces malades commençaient à inquiéter. Donc il y a eu des plaintes, des inquiétudes en tout cas, et ça a dû cesser. Donc on a construit des fosses septiques marrons et on a enterré dans l'hôpital donc le contenu de ce que contenaient autrefois les tinettes. Il m'a raconté quand même la vidange des tinettes. Ah bah oui, ça. La vidange des tinettes avec le seau sur la tête et le truc qui dégouline. Quand Maurice est arrivé en 1960 à l'hôpital, il a trouvé vraiment un hôpital très vétuste. Et donc la première chose qu'il a voulu faire, c'était d'ouvrir cette prison. Il avait beaucoup de mal à obtenir des moyens avec les autorités, avec la préfecture. Le préfet était toujours là pour dire non. Docteur, vous n'aurez rien.
Donc avec les malades, qui étaient d'ailleurs très contents de le faire, ils ont commencé à casser ces murs, casser cette prison, ouvrir les fenêtres. Et puis les malades avaient un petit pécule. Et c'est avec beaucoup d'énergie et de plaisir qu'ils se sont attelés à ce travail. C'était en fait de l'ergothérapie, c'était en même temps un traitement pour eux, de faire ce travail collectivement. Alors ils faisaient aussi bien de la maçonnerie, de la menuiserie. Les femmes faisaient du repassage, lavaient le linge. C'était les femmes qui fabriquaient, parce que les malades arrivaient à l'hôpital avec juste ce qu'ils avaient sur le dos, donc on fabriquait avec les machines des vêtements pour les malades. Et il y avait la corvée d'épluches aussi. Toutes les femmes ensemble, elles épluchaient les légumes parce qu'il n'y avait pas assez de personnel. Donc tout ce petit monde-là était très heureux de travailler et surtout ça les aidait à rentrer dans la réalité de la vie. Donc c'était plaisant de rentrer dans cet hôpital, c'était lumineux, il y avait des arbres, des flamboyants, une cour, tout le monde vivait en bonne entente. C'était curieux de voir ces gens danser, qui venaient nous dire bonjour, nous embrasser. Enfin, c'était un peu impressionnant au début, mais c'était vraiment pas du tout ce qu'on voyait en métropole, dans les hôpitaux où les gens étaient enfermés. Il y avait dans cet hôpital quelque chose d'extrêmement curieux, un peu discordant. D'un côté, des bâtiments indéniablement d'une vétusté incroyable, d'un autre siècle. Et puis en même temps, une cour d'hôpital qui est quand même marquée par des arbres extraordinaires. Et moi qui arrivais de la région parisienne dans laquelle on avait baigné dans la grisaille, je suis arrivé dans cet hôpital et quelle ne fut pas ma surprise de voir des malades stabilisés, parce que les autres effectivement n'étaient pas dans la cour, et en train de prendre du bon temps, allongés par terre, sous les flamboyants, ce qui donnait une sorte de chaleur et d'humanité qu'on ne trouvait pas forcément dans des hôpitaux de la région parisienne, certes moins vétustes, mais qui étaient vraiment des établissements asilaires et sinistres. Il y a toujours une ambiance très agréable à l'hôpital. Pour moi, s'il est resté à La Réunion, parce qu'il y avait des difficultés, il y avait des obstacles, il y avait un manque, il y avait des manquements partout, c'est parce qu'il aimait La Réunion. Parce qu'il voyait qu'il fallait faire avancer La Réunion. Et pour les Réunionnais. Et quand je dis ça, il a trouvé le besoin de s'équiper en matériel. Le premier matériel, c'était l'électroencéphalographie. Un Réunionnais peut bien faire ça. Ça, c'est admirable. Un Réunionnais peut bien faire ça. Et c'est là qu'il m'a proposé d'aller en métropole. J'étais en métropole, je me suis préparé et je suis revenu. Voilà, ça m'a touché. C'est le seul électroencéphalogramme de l'île. Il avait énormément fait. C'était un visionnaire. Hein. C'était un visionnaire. Il avait vu tout ce qui manquait à l'hôpital. Il fallait le faire. Et il a pris ça comme dit créole, il a pris ça comme une bretelle sur son dos. Et il est parti. J'ai une grande admiration pour lui. Je crois que simplement d'aider une personne parfaitement normale qui a simplement un peu mal dans sa peau, ou jusqu'aux cas les plus lourds où, par exemple, le malade est atteint d'une maladie physique qui touche son cerveau avec une diminution grave de ses moyens intellectuels. Nous aurons tous les intermédiaires entre ces deux cas extrêmes. Il s'était demandé souvent pourquoi il était resté dans ces conditions si abominables de l'hôpital. C'était une obligation morale pour lui de faire quelque chose, parce qu'il savait qu'il en avait la possibilité. Et puis ça a été pour lui comme un défi, parce qu'il avait une longue formation extra-psychiatrique, c'est-à-dire en neurologie, en neuroradio, en neurochirurgie. Il avait fait un diplôme de médecine tropicale, et tout ce savoir, il s'est dit, ça va me servir.
Je disais, j'ai les qualités pour pouvoir changer les choses. Donc je vais le faire. Ils ont tous travaillé ensemble, ils sont relevés les manches pour que l'hôpital sorte du Moyen-Âge, du fait noir. La Réunion il y a 50 ans, ce n'est pas la Réunion de maintenant, ça n'a rien à voir. Moi, quand j'ai dit à mes grands-parents que j'allais à la Réunion, bien sûr, mais c'était leur pays. Enfin, j'ai dit, Cerveau m'avait dit que je vais trouver une case à Saint-Gilles. Ils ont dit, quoi, tu vas à Saint-Gilles-les-Bains? Saint-Gilles-les-Bains, c'était le trou. Il n'y avait personne. Il y avait un restaurant, la Cabane Bambou. Hein. Il faut dire que c'était les créoles. Ils n'ont pas la plage, hein, ils n'ont pas la mer. Ils n'allaient pas, en tout cas, à ce moment-là. Et des oreilles, il n'y en avait pratiquement pas. Du fait de faisant partie du pool de garde, j'étais amené à voir des patients qui ont été hospitalisés dans son service. Donc à ce titre-là, on avait des contacts dans le registre de la psychiatrie. Mais le plus important, c'était dans un registre qui n'avait rien à voir, qui était celui de la plongée sous-marine, qui était une de mes grandes passions et qui reste d'ailleurs une de mes grandes passions, et pour lequel Maurice était un peu un mentor, puisque lui, il était là depuis fort longtemps, connaissait bien le monde sous-marin à La Réunion. Et de là a découlé le sujet de ma thèse de médecine sur les pathologies liées au monde sous-marin, c'est-à-dire les animaux venimeux, vénéneux et vulnérants. Donc j'ai fait ma thèse sous la direction de Maurice, grâce à son expérience et à toutes les plongées que nous avons partagées. Nous sommes ici chez le docteur G à Grand Fond. Psychiatre installé à La Réunion depuis plus de 25 ans, le docteur G est un passionné de biologie marine et est également cinéaste amateur. C'est ainsi qu'il a réalisé quelques films sur la faune marine. N'est-ce pas, docteur? Eh bien oui, c'est exact. Quand on se promène dans la mer, que ce soit en plongée ou simplement avec un tuba, vous voyez, outre l'intérêt de l'étude de biologie, il y a la beauté du spectacle. Et très rapidement, il était tentant de vouloir fixer ce qu'on a vu et surtout, on est tenté de le faire partager aux autres. Et c'est comme ça que l'idée de ces films a germé. Ce qui m'avait frappé aussi chez lui, dès le début, c'était sa grande curiosité. Et puis, ça ne se limitait pas à sa sphère professionnelle, parce que dans beaucoup d'autres domaines, il a eu la même curiosité et la même rigueur, parce que c'était quelqu'un qui avait un esprit vraiment très scientifique. En particulier, il s'est intéressé aux coquillages de La Réunion de manière très, très systématique, et il a dressé une nomenclature de tous les coquillages qu'il pouvait trouver à La Réunion, ce qui l'a amené à en découvrir toutes sortes de coquillages. Et ceux-là, c'est d'ici. On trouvait ça dans le lagon autrefois. Ça, c'est les murex. Les murex, ils ont plein des épines. Ça, c'est un murex. Ils sont pleins d'épines. Maurice G a remis à peu près 2000 coquillages au Muséum de La Réunion. Cette collection du docteur G est aujourd'hui la collection de référence des coquillages de La Réunion, la collection de référence du Muséum d'histoire naturelle de La Réunion. Et il a fait plusieurs publications scientifiques avec ces coquillages trouvés par dragage. S'il n'y avait pas eu Maurice, on aurait eu une collection pauvre. Et j'imagine de trier sous la loupe moléculaire, mais il est passé des heures. C'est un travail absolument incroyable. Incroyable. Alors ça, c'est un phalanthropis. C'est des petits coquillages, des petits escargots qui sont endémiques de La Réunion. Il y en a qui ont des antennes noires avec une tache rouge, il y en a qui... Moi, je suis dans le groupe de 1959. J'avais 5 filles et 3 garçons. Et puis, dans les 5 filles, il reste Michel Amélie et moi. Quand on a eu l'arrivée de Dr G, tout ça, c'était plus avenant, en quelque sorte.
eh ben, les gens ils venaient d'emblée amener leur malade. Ils accompagnaient même le malade pour voir le médecin. Il était toujours à l'écoute et il ne montrait pas sa supériorité. Mais on voyait dans tout ce qu'il faisait que c'était quelqu'un, mais dans la période des points 2. Et puis tu sens la sincérité, l'humanité, enfin, hein? Mais les personnes qui m'ont côtoyé, qui étaient avec moi dans mon groupe et même après, eh ben, ils disaient toujours du bien de Dr G. Oui, Réna, je voudrais te montrer quelque chose. Mais avec plaisir. C'est un livre qui vient de sortir sur les mémoires du Dr G qu'il a écrit, lui, à sa retraite. Ah, mon Dieu, ben... Tu vois, ça c'est la lingerie. Oui, la lingerie. Il n'y avait pas de machine, alors on tordait les linges à la main. Voilà, oui. Voilà. Ça, c'est les lits serrés comme à l'époque, tu vois. Voilà, ouais. Là c'est moi. Là, c'est moi qui mets l'insuline. Il n'avait pas encore les neuroleptiques, là. Oui, c'est ça. Dans certaines pathologies, on faisait, pour les psychotiques, la cure de Sackel, c'est la cure de l'insuline. C'est-à-dire, on arrivait à injecter de l'insuline au malade et de faire descendre le sucre et de l'emmener à un coma hypoglycémique. Au bout de 30 minutes, il y a un resucrage par voie nasale avec du sirop de canne et on attend en gros une demi-heure. Et dans certains cas des malades, au bout d'un 25e coma, on arrivait à associer un électrochoc avant le resucrage, qui déclenchait une crise épileptique avec des contractions, etc. Et après, ce malade-là, il reste un peu en sommeil, et il est pris en charge à l'issue de son retour à la normale. Les malades entrants qui étaient agités, on lui faisait une injection, et ça permet un petit peu de les ensommeiller et de les calmer. Alors le docteur G faisait partie de ces médecins qui avaient vécu la révolution des traitements neuroleptiques. C'est-à-dire il était passé d'une époque où on avait très peu de moyens de soigner. Et puis au début des années 50, ça a été la naissance de l'homme chimique avec la découverte du largactyle. À partir de là, il y a une véritable révolution dans les soins psychiatriques parce que le largactyle et puis d'autres traitements ensuite ont permis de changer considérablement les prises en charge et d'obtenir des améliorations que seul le temps pouvait apporter quand l'évolution était favorable auparavant. Et là-dessus, il y avait une question de génération. Nous étions plus jeunes et on revenait un petit peu de ces traitements dans la mesure où ils avaient tous d'importants effets secondaires. On essayait de les manier avec parcimonie quand c'était possible. Et je me souviens d'un patient du docteur G qui était ségatier et qui avait composé un Séga à ce sujet, un Séga qu'il avait appelé Ségalaldol. Alors je ne me souviens plus du tout de la mélodie, mais les premières paroles c'était quand docteur G il donne l'aldol, dans mon tête toutes affaires il colle. Voilà, ça traduisait assez bien un des effets secondaires très préoccupants de ces traitements, qui bien sûr amenait une amélioration clinique, mais qui se faisait aux dépens de la qualité de vie des personnes qui recevaient ces traitements. Alors quand Maurice est arrivé en 1960 avec sa caméra, et il a été impressionné par ces paysages de monoculture de la canne. Et à la saison de la coupe, c'était impressionnant de voir toutes ces petites charrettes. En fait, les routes étaient encombrées par les ébus. C'était les bœufs mokas à l'époque. Donc il a beaucoup filmé les champs de canne, les coupeurs de canne, la fabrication du sucre, la fabrication du rhum et ses conséquences. Il nous a laissé beaucoup de témoignages visuels. Et après, il a fait un lien avec ce qui se passait à l'hôpital, c'est-à-dire il s'est rendu compte que plus de la moitié des entrées de l'hôpital, c'était des malades alcooliques.
et qui correspondait à la coupe de canne de juillet à décembre. Les gens n'étaient pas payés le premier semestre de l'année parce qu'ils ne travaillaient pas. Ils avaient de l'argent à partir du mois de juillet, donc ils avaient peut-être plus d'argent pour se faire soigner, plus d'argent peut-être aussi pour boire du rhum. Pour les malades alcooliques, il y avait la cure de désintoxication. Il y a une première partie qui consistait à lui injecter des vitamines B1, la vitamine B12, la vitamine B6, c'est tout ce qui manque. On le remet en forme physique. Et après, on passait à la cure de dégoût. La cure de dégoût consistait à lui donner de la morphine et de l'alcool. Rhum, vin, bourbognac. Et avec ces deux choses, ça entraînait des nausées, des vomissements. C'est pour essayer donc de dégoûter le malade sur l'alcool. Donc on voit des malades qui vomissent, qui crachent, etc. Mais malheureusement, ça ne suffit pas pour les dégoûter. Et le problème, si le malade n'a pas assez de volonté, c'est assez difficile de le faire arrêter de prendre de l'alcool. Il faut replacer ces techniques dans le contexte historique. C'était vraiment les techniques proposées en alcoolologie à l'époque, ce qu'on appelait les cures de dégoût. Aujourd'hui, ce sont des techniques qui n'ont plus cours, que l'on peut juger aujourd'hui peut-être éthiquement gênantes, mais à l'époque, proposer ces techniques, c'était les techniques les plus avant-gardistes de l'époque. Elles ont été proposées par Maurice G parce qu'elles étaient validées à l'époque. C'est une personne qui a réalisé qu'à La Réunion, cette problématique était extrêmement présente, que plus de la moitié des patients qui se trouvaient en milieu psychiatrique étaient des patients qui avaient en fait un problème avec l'alcool, avec des troubles addictifs, et qui s'est battu pour mettre en place une filière spécifique avec des centres de prise en charge de ces patients. Et c'est quelqu'un qui a dû être très très combatif pour convaincre à une époque où on se souciait assez peu de ces problèmes. Et à La Réunion, avec quelque chose de tout à fait particulier, qui est un traitement fataliste de ces problèmes. Ça fait partie du paysage, ça fait des siècles que cet alcoolisme, il est là. Alors il pèse très lourd sur la société, mais il fait partie du paysage. Donc c'est quelqu'un d'avant-gardiste, et donc bien sûr qui dérange les personnes en position d'autorité, de décision, puisque ça ne fait pas partie des choses décidées par Paris ou décidées localement. Donc moi, il fait partie des personnes qui ont ouvert la voie. Et c'est un modèle, c'est une inspiration, en tout cas pour moi, et c'est quelqu'un à qui il me semble très important de rendre hommage. La Réunion a été pionnière aussi, grâce à Maurice, autour de la prise en charge globale des addictions. C'est-à-dire pas simplement alcool. Au départ, dans les années 60, c'était alcool. Même tabac, on ne s'en occupait pas tant que ça à l'époque encore, donc c'est venu. Mais tout ce qui est toxicomanie, en particulier l'artane, en particulier les benzodiazépines, les médicaments détournés, tout ça, déjà, Maurice G l'avait compris et commençait à interpeller les autorités nationales d'avancer sur ce domaine-là. Ah, il fait son poids. Hop. Alors voilà la bête de l'époque des pionniers de l'astronomie. C'est extraordinaire de voir un 400 mm d'époque. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête? Oh là 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 là. Ah oui, c'est effectivement assez impressionnant. C'est une monture équatoriale. Elle est prévue pour suivre le mouvement apparent des corps célestes. Ouais. La monture, elle est fixe, effectivement. Alors, donc, la monture, tu peux voir qu'elle est faite avec un châssis de 2 chevaux. Un châssis de 2 chevaux, ah oui, quand même. Ça, c'est quand même très très fort. Il y a un frein de 2 chevaux, là. Le frein de 2 chevaux, le frein à main de 2 chevaux pour le bloquer, une fois qu'on a visé un astre.
je l'ai en plein champ, mais elle est encore un peu floue, quoi. Et bon, il renvoie de la lumière, évidemment. Hein. Je vois un beau cercle de lumière, enfin un demi, puisque c'est presque la demi-lune. Ça y est, je l'ai là. Notre père, il a fondé sa famille plutôt sur le tard, à 40 ans. Et donc, il a toujours su qu'il nous laisserait finalement relativement jeunes. Donc, il a toujours parlé de la mort, un peu sans doute pour nous préparer à sa disparition, parce qu'il tenait une place majeure dans la famille. Il était notre pilier à tous. Et il en parlait, et donc on a toujours été préparés de façon assez naturelle à sa disparition à un moment donné. Maurice parlait souvent de la mort, et il trouvait que c'était pas très grave la mort, parce qu'il disait la vie continue. En ouvrant son ordinateur quelques jours après sa mort, je trouve une lettre qui m'était adressée. Et à la fin, il y a un petit poème d'Aragon. Tu veux que je te lise ? Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, et je te dis de vivre. C'est pour ça qu'il faut en profiter de la beauté des choses. Ça ne dure pas tout le temps. Matin jusqu'au soir, travaille la terre pour plein de cannes. Graisse dans le sillon, ensemble son gratte, arrache fatak. Pli, font même le sport, la sierre coule et agace son figure. Ça, l'histoire rose, mais informe, c'est un exemple pour donner. Pas tous les temps, pas tous les ans, c'est gars de canne. Il y a un comment.